Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment survit-on au suicide d'un frère? Question vertigineuse, elle est au cœur du dernier récit d'Alexandre Jardin. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche, aujourd'hui une Anti-Sèche un peu spéciale. En cette semaine de rentrée, retour sur les meilleurs moments de l'émission de 2024. Ce sera le ZAP. Et puis, rendez-vous en fin d'émission comme chaque semaine avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, galette et brioche des rois de tradition de janvier. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de la quotidienne. La dernière fois, c'était à l'occasion de Faire lire pour les nuls. On avait alors parlé de votre passion contagieuse pour la littérature. Cette fois, on a saisi une autre occasion pour vous inviter. C'est la parution en poche chez Pocket de Frères, paru en première édition chez Albin Michel. Les deux sujets, ceci étant, ne sont pas sans rapport. Frères, c'est en effet, je vous cite, la sépulture de papier que vous élevez à votre frère Emmanuel, car, et je vous cite toujours, chez nous, on ne s'aménage un repos éternel que dans un livre. Nos véritables caveaux, poursuivez-vous, sont nos bibliothèques. Et si on a eu envie de vous inviter, c'est parce qu'on croise dans votre livre plusieurs thèmes récurrents de cette émission. Mais on va commencer par planter le décor pour que tout le monde comprenne. Ce frère Emmanuel, vous le résumez d'ailleurs au tout début du livre en une série d'anecdotes que vous creusez par la suite. Qui était-il ? D'abord un très jeune homme, éternellement jeune homme, puisqu'il meurt il se tue très jeune. Et c'est quelqu'un qui a vécu et qui m'a posé une énorme question, parce qu'il a vécu sans la peur. C'est-à-dire qu'on est tous... Il ose tout. Oui, il ose tout. Tout le temps, tout le temps. Vous donnez des exemples au début, oui. Je ne les ai plus en tête là. Mais... parfois c'est très drôle, ouais. Donc le livre est drôle, parfois c'est terrifiant, parfois ça m'a suffoqué. Quand tout à coup je me rends compte que au lendemain de la mort de notre père, moi j'ai 15 ans, lui en a 18, je me rends compte qu'il a sauté dans le lit de la dernière compagne de notre père. Pardon, je ris, ça n'a rien de drôle, mais quand vous le racontez, c'est très drôle. Donc, ce qui me paraît lunaire, quoi. Donc je vais qui elle-même avait 20 ou 30 ans de moins que votre père, d'ailleurs, si je me souviens bien. Oui, mais quand même, il y avait une grosse différence. Oui, elle a plus de 30 ans. Mais surtout, je vais le voir et je lui dis, c'est pas possible, il faut que tu te tires de cette histoire. C'est pas possible. C'est très dangereux. Tu vas jamais t'en remettre. C'est dangereux pour vous deux d'ailleurs, parce que vous dites aussi que pour... Non, mais surtout pour lui. Ouais, mais pour elle aussi, que c'est des formes, tout ça, c'est des formes de déni et que c'est pas l'idée du siècle. Oui, voilà, on est dans la folie. Ouais. Donc je lui dis, c'est très dangereux. Et il me dit, non, tu as tort. C'est pas très dangereux, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que c'est bon. C'est pour ça que c'est bon. Et je lui dis, mais on peut pas faire jouer la femme de son père. Il m'a dit, si, je la fais mieux jouir. C'est pour ça que c'est bon. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Et donc, on est dans une glissade permanente en face d'un adolescent, d'un jeune homme qui n'a pas de pédale de frein. Et j'ai hésité à écrire ce livre pendant 30 ans, d'abord parce que je ne sais pas comment penser mon frère. Ouais. C'est très compliqué d'écrire un livre sur quelqu'un qu'on ne sait pas penser. Ouais, vous avez plus qu'évité, parce que vous dites que vous avez effacé la date de sa mort, le 11 octobre 93 de votre vie. Emmanuel, j'ai beaucoup aimé cette phrase, Emmanuel était l'adresse de mon chagrin évité. D'ailleurs, vous venez de reprononcer la date, et depuis que j'ai écrit le livre, je l'ai oublié. Extraordinaire. J'allais vous demander justement si dorénavant, cette date, toujours pas. Et je sais qu'elle existe dans ce livre. Ah bah oui, elle revient même tous les 2 ou 3 chapitres. Voilà, donc je sais qu'il a une sépulture de papier. Je sais qu'il existe maintenant dans le cerveau des gens qui l'ont, et dans le cœur des gens qui ont lu le livre, et qui vont être confrontés à mes questionnements. Est-ce qu'on peut vivre sans la peur ? Et comment on vit avec ce deuil-là aussi, c'est le questionnement. Vous avez d'ailleurs titré le livre Frère au pluriel, c'est un demi-frère en fait, un demi-frère aîné. On a cité cette anecdote suite à la mort de votre père, quand il saute dans le lit de la compagne de votre père. Il y en a d'autres différentes, c'est-à-dire qu'il est extrêmement tout, mais il est aussi poète, mais un poète qui ne publie pas. Il est aussi cinéaste, mais un cinéaste qui ne va pas au bout de ses projets. C'est une espèce de personnage totalement romanesque, en fait, en tant que tel. Et vous dites, c'est mon anti-moi. Vous, en fait, à cet âge-là, vous êtes super sérieux. Très.
Moi, j'ai épousé une fille de notaire. J'ai eu 3 enfants. Vous savez que ça ne vous définit pas. Ça ne la définit pas non plus, elle, surtout. Non, mais moi, ça me définissait. Vous plus qu'elle, d'accord. Je veux dire, par là, j'essayais de remettre du... d'arrêter la folie, quoi. Ouais. D'arrêter le tout est possible. Et puis en même temps, je suis quand même un jardin. Donc à un moment, la nature s'est réveillée et la vie a bougé. Mais ce frère est pour moi le personnage le plus jardinesque de ma famille. Alors jardinesque de votre nom de famille, hein, des jardins qui sont une famille complètement dingue. Assez libre. Vous avez beaucoup écrit, et la famille écrit sur la famille d'ailleurs. Votre père avait écrit sur son père, vous-même avez écrit sur votre père, vous avez aussi écrit sur votre grand-père, enfin bref. Mais il n'y a pas de pédale de frein. Il n'y en a pas. Je dirais, il tombe amoureux d'une fille à Athènes, il revient et il explique qu'il l'épouse tout de suite. Ouais. Donc on organise le mariage, mais tout de suite, dans les 10 jours. J'organise tout. Le matin de la noce, il m'appelle et il me dit, vers 7 heures, il me dit, je le sens plus. Il annule pas tout. Non. Et je lui dis, mais je dis quoi aux gens qui vont arriver? Il y a plein de gâteaux, de bouteilles de champagne. On va pas tout jeter, ouais. Et à ce moment-là, il me dit, que cela ne tienne, on dit qu'on va faire un déjeuner de fiançailles. Donc arrivent les fiancés. Et c'est une superbe fête. Superbe fête. Le lendemain, il m'appelle toujours à 7 heures et il me dit, c'était bien. Hein. Ouais. Il me dit, je l'épouse la semaine prochaine. Il avait réfléchi. En général, les gens s'en tiennent à peu près à une décision. Sur ces 30 années de silence, Alexandre Jardin, il y a ce que vous écrivez quand vous dites « J'ai raté l'essentiel, le protéger, j'ai rejoint la grande tourbe des indignes qui passent à côté de la souffrance des autres, ce qu'ils cachent pour ne pas indisposer l'humanité ». Mais il y a aussi un épisode qui vous lie tous les deux dans l'enfance, que vous avez effacé, que vous n'avez pas dit. Évoqué. Et que vous n'allez pas évoquer, il est dans le livre quand même. Oui, mais j'en parle pas. D'accord. Et moi, je peux en parler? Non. Bah, il faut, alors pourquoi pas? Parce que c'est fait pour être lu. D'accord. On peut quand même dire qu'il y a un secret de famille, qu'il y a un secret entre vous. Mais il y a des choses, je pense, qui prennent leur sens par écrit. Ok. Et je trouve qu'on vit dans une Il faut cette distanciation-là. Oui. Je respecte. Et je trouve qu'on vit dans une époque où on a du mal à situer les choses dans leur juste niveau. C'est vrai. Et il y a des choses qui sont faites pour être murmurées dans un livre. Et cette chose-là, elle est faite pour être murmurée. Oui. Très bien. Bah, vous êtes condamné à lire Frères pour savoir de quoi on est en train de parler. Ceci étant, elle ne m'a pas détruit. Elle ne vous a pas détruite. Mais alors, si vous me permettez quand même, elle renvoie à quelque chose de particulier dans votre relation, sans parler de cet épisode particulièrement, qui est votre rapport au désir de ce frère. C'est-à-dire que... il m'a manqué tout le temps. Voilà. Il m'a manqué tout le temps. En même temps, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'oublier. Ce qui était à peu près impossible. Parce que c'était un être à la fois totalement dangereux, mais complètement dangereux, et follement sympathique. Follement joyeux et terrifiant. Un matin, on est à Gambay. Donc il en drogue à la maison. Oui, sa petite amie dort à l'étage et il descend au petit déjeuner et il me dit, tu sais que Nathalie, elle t'aime beaucoup. Ouais. Et je dis, oui, moi aussi. Et il dit, mais vraiment beaucoup. Et il me dit, tu veux pas monter dans la chambre et prendre ma place dans le lit et qu'on le partage. Tout ça est quand même pas super simple ni sain. Vous le sentez tout de suite d'ailleurs qu'il y a un problème. Moi, j'étais adolescent. Ouais. Je panique. Je monte dans ma chambre, je prends mon sac et je pars en courant. Ouais, littéralement. Mais, à travers champs, et lui essaye de vous retrouver en voiture. Parce que je sentais qu'il y avait n'importe quoi qui était en train de se passer. Et en même temps, passer la panique, quand je réintègre le monde des normaux, des plus calmes, il m'emmerde un peu. Il y a un autre thème, alors, que celui que vous ne voulez pas évoquer et qu'il faut très bien lire le livre, c'est quand même le thème du suicide. Oui. Et ça, vous en parlez forcément. Et vous ne parlez pas de suicide, enfin si, vous en parlez aussi, mais dans un premier temps, vous parlez d'une exécution. Et donc derrière, quand il y a une exécution, on se dit, qui a appuyé sur la gâchette? Qui a appuyé sur la gâchette, finalement? Apparemment, ce n'est pas seulement lui, c'est une histoire familiale. C'est toute une famille. C'est ça. Qui appuie. C'est pour ça que les suicides sont toujours impensables par les familles. Parce que c'est une défaite collective. C'est rarement une défaite isolée. Même si le libre arbitre existe de chacun. On est irréductiblement quand même responsable de sa vie. Mais il y a quand même un clan,
mon clan, qui ne sait pas comment penser, qui ne va jamais vraiment penser. Il y a une zone terrible à Vif, et je suis conscient en écrivant le livre que je transgresse quelque chose. Peut-être pour ça qu'on l'a attendu 30 ans, ce livre. Oui. Oui. Alexandre Jardin, romancier, mais aussi scénariste, réalisateur. Je ne peux pas tout citer, il y a une trentaine de romans ou de récits depuis Bille en tête, c'était en 86 chez Gallimard. Le dernier s'intitule Frères et il vient de sortir en version poche chez Pocket. On retrouve Alexandre Jardin juste après l'Anti-Sèche. Et en cette semaine de rentrée, une Anti-Sèche qui zappe. On retrouve les meilleurs moments des émissions des semaines écoulées. Passé 1 an dans une classe UPE2A à raison d'une journée par semaine en fait au sein de la classe. J'ai découvert cette classe tout simplement parce que mes enfants dans leur école publique du 19e arrondissement à Paris il y avait une UPE2A dans leur école. Je ne connaissais pas du tout ce dispositif. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait et assez positif puisque c'est un dispositif qui permet aux enfants qui ne parlent pas le français de petit à petit apprendre la langue dans une classe qui leur est dédiée et en intégrant petit à petit une classe ordinaire dès qu'ils ont un niveau suffisant pour comprendre certaines matières. Ils commencent par des matières comme l'art plastique, la musique, le sport où ils ne sont pas forcément obligés de parler bien le français pour suivre et participer. Et dans les relations, c'était compliqué d'être copain avec des copains ou des copines. Mais vos cousins, par exemple, qui se retrouvent aussi d'un coup, toute la famille Pinjot doit rendre des comptes. Oui, et ça, c'est quelque chose à quoi j'avais assez peu vraiment songé auparavant, dans le sens où, bon, déjà, j'essayais de moi-même sortir de cette espèce de tsunami personnel. Et c'est vrai que forcément, tout le monde est concerné. C'est-à-dire que tous ceux qui portent mon nom, qui me ressemblent, en plus j'ai des cousines, on se ressemble toutes un petit peu dans la famille. Je suis extrêmement proche de mes cousins-cousines et donc forcément, en effet, on leur a posé des questions, ils ont dû rendre des comptes, alors qu'eux-mêmes faisaient partie de cette histoire du secret. Donc il y a toujours des ramifications de toute façon dès qu'il se passe quelque chose. Quand on parle d'un fait divers à la télévision et qu'on parle de la victime et du coupable, on ne pense pas forcément à tout ce qu'il y a autour, et évidemment que c'est des ramifications infinies. Moi, j'ai vu que mes résultats ont très fortement augmenté quand j'ai été à la Sorbonne, parce que j'étais dans un écosystème justement où il y avait d'autres ambitions autour de moi, ce qui était moins le cas quand j'étais dans le 93. Après, j'ai pas fait une étude sur plein de cas, mais c'est vrai que sur mon cas, l'amour de l'économie s'est révélé tardivement, à partir du master, au moment où j'ai été oui, vous dites que les à la études ont Sorbonne. commencé à m'intéresser à 23 ans. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, quand j'étais à Jacques Brel, je faisais plus du karaté. Et j'ai eu, je crois, au lycée qu'une seule note au-dessus de la moyenne en économie. J'ai eu 11, ma première note en seconde. Après, j'ai eu tout le temps sous la moyenne, mais y compris au bac, j'ai eu 9 en économie. Wow. Et j'ai fait même, pour vous dire, j'ai même fait ma licence. est en train de prendre des notes. Ah ouais, il y a des dossiers. Non, là. mais j'ai même fait mon DUG à l'époque. Je l'ai fait ma le licence, DUG je l'ai fait en 5 ans. Pour les moins de 20 ans, c'est le L2 aujourd'hui, le DUG. Moi, j'ai redoublé ma L2, j'ai redoublé ma L3. Je savais vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Ouais. Et à un moment, il y a eu un déclic. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, c'est laisser le temps au temps. Parce que parfois, il y en a qui ont des déclics à 17 ans, il y en a qui les ont à 21 ans, d'autres à 23 ans. Mais parfois, il faut laisser le temps au temps. Et à un moment, la matière nous intéresse et là, on y va. Louis XIV, le pauvre. Vous l'aimez pas. Le pauvre. Mais vous l'aimez pas. C'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai une grande pitié pour lui. Oh, bah, vous avez... Pauvre petit chou. Le petit loulou. Mais c'est un peu ça, parce que vous savez que pendant toute son enfance, ça a été un enfant abandonné, personne ne s'occupait de lui. Il était mutique et ses petits camarades se moquaient copieusement de lui. Drame du harcèlement. Il a eu toutes sortes de maladies. Regardez, vous avez le dictionnaire des médecins de Louis XIV que je possède. Quand on feuillette les pages, mais c'est effarant la santé qu'il avait pour supporter les maladies d'une part et d'autre part tous les traitements qu'on lui infligeait.
tes potes, c'est ton monde, elle explique. C'est donc quand même très singulier, notamment à l'adolescence. Tout s'effondre. Absolument, parce que pourquoi aussi j'avais envie de faire ce documentaire-là, c'est que j'avais l'impression quand même que le deuil des enfants, ou en tout cas les ressentis des enfants, des adolescents, c'était pas quelque chose qu'on mettait forcément en amont, qu'on mettait en avant. Et l'autre chose aussi que j'avais envie de mettre en avant dans ce documentaire, c'est la puissance de l'amitié à cet âge-là. C'est quand même extraordinaire. Enfin, je sais que moi, l'amitié, personnellement, c'est quelque chose qui me... C'est l'une des plus belles relations au monde. Alors, ça fait un peu très naïf, mais vraiment, ça m'a totalement construite, et je le dis dans le documentaire. Et du coup, je pense que la douleur qu'on ressent quand on perd son pote, comment dire ça, c'est proportionnel à l'amour qu'on a en fait pour ces personnes-là. Donc, bien évidemment que quand ton pote meurt, t'es détruit. Et c'était la petite rétro 2024 de La Quotidienne avec Aurélie Castex, Mazarine Pinjot, Thomas Porcher, Jean-Joseph Julot et Camélia Kérédine. Toutes les familles heureuses le sont de la même manière, les familles malheureuses le sont chacune à leur façon, écrivait Tolstoï dans Anna Karénine. La famille Jardin s'y emploie de manière, je dois dire, assez spectaculaire à être malheureuse à sa façon. Alexandre Jardin, invité du Grand Oral de La Quotidienne. La suite. Le suicide, ça revient quand même beaucoup dans votre famille, Alexandre Jardin. Oui. Vous aussi, à 15 ans, parce qu'après la mort de votre père, il n'y a pas seulement votre frère qui saute dans le lit de la veuve, il y a vous qui sautez dans le lit d'une rivière. Hein. Enfin, sauf qu'il y a de l'eau dedans, quoi. C'est la mer. Ouais. La mer. Et vous semblez, à vous lire, minimiser complètement ce passage. Vous dites, ouais, j'ai sauté dans la mer, il y a un rouquin irlandais qui est venu me... Enfin, je ne sais pas s'il est irlandais, d'ailleurs, c'est moi qui le... C'est ça, oui, voilà, un petit gars de la banlieue de Dublin, vous dites, au visage pommelé, de taches de rousseur. Un Irlandais pur sucre qui m'a sauvé. Ouais. C'est peut-être pour ça que je comprends cette glissade. Le moment où la minute suivante n'est plus possible. Et c'est vrai qu'au lendemain de la mort de mon père, j'allais très mal. Et ma famille m'a expédié seul à l'étranger, dans un pays dont je ne parlais pas la langue. Super. Et je me suis retrouvé seul. Et avec un chagrin que je ne savais pas comment traverser. Et j'aimais à la folie mon père. Et... le jubial. Donc je porte rarement des jugements là-dessus. Je sais qu'on peut être... Pourtant, je suis quelqu'un de très solide. C'est-à-dire que je sais qu'on peut être très solide et très fragile. C'est le propre de l'humain. Et c'est ça le message aussi du bouquin. Il y a quelque chose, quand on lit un peu... il y a pas mal de littérature aujourd'hui sur l'inceste, par exemple. Il y a un côté incestuel dans la famille, c'est-à-dire dans le rapport entre... Allez-y, vous dites terrifiant. Terrifiant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, en fait. C'est ça, voilà. Et quand je dis il n'y a pas de limite, ça va avec des rapports incestuels qui vont dérégler les gens. Un rapport au secret maladif, qui est le socle de l'inceste. Devient la compagne de mon oncle, qu'on retrouvera pendu en porte-jartel, déguisé en femme. L'oncle, pas la maîtresse. Simon. Tout ça part dans une absence complète de limite. Et pire que tout, les familles comme ça normalisent la folie. Et en fait, la vraie folie, c'est la normalisation de la folie. Parce que quand on est encore capable de dire « ça va pas là », il y a trop d'enjeux inconscients, complexes, c'est qu'on est encore sur le plancher des vaches. Chez nous, on n'était pas du tout sur le plancher des vaches. Ouais. C'est normalisé j'allais presque dire d'une certaine manière, parce que c'est public aussi. Il n'y a pas de secret, tout ça. Il y a à la fois un mélange de secrets monstrueux et en même temps, ce que vous décrivez là, tout le monde sait. Mais oui, c'est montré. Ouais. Et d'ailleurs, quand je vais voir ma grand-mère, je lui dis c'est pas possible, il faut que tu interviennes. Mon frère est en train de coucher avec la femme de papa, ça va pas. Et elle me dit, tu sais, mon amour, ils ont réglé la principale difficulté de la vie, qui est de parvenir à vivre ensemble. Et là, je me dis, merde, elle est folle. Elle est en train de dire des choses très graves sur un ton pénétré, comme si c'était la vie. Non, c'est pas la vie. C'est justement pas la vie. Il faut être quand même drôlement solide pour résister à tout ça. Il y a un autre frère dans le bouquin, qui n'est pas celui auquel vous consacrez 80% de l'ouvrage. Moi, il me semble quand même assez important. On ne le voit pas sur la photo non plus, d'ailleurs, puisque j'imagine que sur cette photo-là, c'est vous et Emmanuel, non? Oui, bon. bien sûr. Et il y a Frédéric.
qui est celui qui va s'en sortir. Ouais. Vous aussi. Oui, mais... Lui encore mieux. Non, c'est pas mieux ou moins bien. C'est qu'il est parti avec encore plus de secrets. Ça lui appartient, donc j'en parle pas dans le livre, mais encore plus de secrets compliqués. Et il en fait quelque chose. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands metteurs en scène. C'est un scénariste, réalisateur. De séries télévisées. Voilà, Engrenage notamment, que j'ai adoré, Braco, tout ça. Fredo a eu un Emmy Awards américain. Ouais. C'est un formidable homme d'image. Et il est passé à travers la folie d'une famille qui s'était particulièrement acharnée sur lui. Donc, en fait, même quand on est issu d'une famille timbrée, on peut faire de cette folie quelque chose de riche, on peut s'en sortir, ou pas, ou se tirer une balade. En tout cas, il vous a beaucoup aidé, et vous êtes quand même entre ces deux frères, et même s'il y a moins de pages sur lui, je trouve que dans le bouquin, finalement, il occupe une place pas moins importante. C'est un soleil. Peut-être que je me trompe, hein, je vous fais une petite psychanalyse comme ça, de base de café de commerce. Ouais. Mais l'impensable, c'est celui qui est parti. Avec lui, et là, cette fois, on reparle d'Emmanuel, j'ai appris qu'il n'est pas nécessaire de comprendre l'autre pour l'aimer. Oui, je crois vraiment. Je me revois en train d'écrire cette phrase et je le pense très profondément. Il n'est pas nécessaire de comprendre l'autre pour l'aimer. En famille, au travail, en amitié, on ne comprend pas les autres, mais on peut les aimer. Et bien sûr qu'on ne les comprend pas. Frédéric, il vous a dit, Fredo, comme vous venez de le surnommer, il vous a dit un jour, écrit sur Emmanuel, un livre clinique sur son dernier jour. Quitte le pathos, ta manie des excès, sois une lame. Et alors vous le faites dans les pages qui suivent, sous forme de scénario, mais ça tient on n'a pas le bouquin. Non. Mais c'est lui qui m'a autorisé à écrire le livre. C'est vrai? Oui, vraiment, fondamentalement, il m'y a autorisé. Et même si ça a été un peu lent à la détente, 30 ans. Mais parce que vous avez imaginé l'écrire bien avant? Oui, c'est un livre que j'ai souvent démarré. Ah d'accord, depuis combien de temps? Je ne sais plus, mais c'est un livre qui réapparaît périodiquement dans mes notes. Vous mettez, je ne sais pas si vous écrivez... Si, maintenant, oui, mais... Ouais. mais et donc régulièrement, vous l'avez attaqué. Je savais que ce livre existait. Ouais. Je ne savais pas à quel moment il apparaîtrait. Et il est apparu. On a des livres qui existent à l'intérieur de nous. Et je ne suis pas sûr qu'on les écrira tous. Il y a certains où tout à coup on aura des autorisations. Et on les fait. Oui. Bon, c'est la fameuse phrase attribuée, si je me souviens bien, à Picasso, qui barbouille très rapidement une œuvre et on lui dit ça vous a pris combien de temps? Il dit 70 ans parce qu'en fait il l'avait porté pendant très longtemps. Voilà. C'est un peu ça l'histoire. Oui. Frère, ce livre est mon secret. Alors il y a plein de secrets, on en a dévoilé un certain nombre dans l'émission. Il y en a un petit peu d'autres qu'il faut ouvrir les pages du livre et qu'il faut lire pour que vous les chuchotiez à l'oreille des lectrices et des lecteurs. Alexandre Jardin, merci beaucoup d'être venu présenter ce livre. Ça croise plein de thématiques qu'on retrouve régulièrement dans l'émission, vous l'aurez reconnu. Frère d'Alexandre Jardin, c'est donc chez Pocket. Vous restez avec nous 2 minutes, on va faire un truc sympa qu'on peut faire en famille, donc tout type de famille. C'est une petite galette des rois, ça vous dit? Allez. Dans les familles normales, ça se fait. Plateau repas. Ouais, je sais, j'anticipe un peu. Mais comme ça, on est tranquille. Il n'y a plus de questions de qui a la fève, qui n'a pas la fève. Bonjour Sandra. Bonjour, pas de jaloux. Bonne année, on ne s'est pas vu cette année. Bonne année, meilleurs vœux. Bon. Et bonne galette. Et alors, pas galette? Eh ben non, brioche. Pas galette, brioche. Il n'y avait pas de brioche de galette de roi chez vous, jamais? Non. Non? Bon, alors on va goûter celle-ci. Il y a 2 traditions. Il y a la galette des rois et il y a la brioche des rois. Et c'est 2 traditions qu'on retrouve maintenant tout le mois de janvier. Ça dépasse bien l'épiphanie. Et ça raconte d'ailleurs des histoires différentes. Et ça affiche aussi des profils nutritionnels tout aussi variés. Un peu d'histoire pour commencer, Sandra. Un petit peu d'histoire parce que la galette des rois, elle est plutôt typique des régions du nord de la France. D'accord. Là, on va la retrouver. Pour les origines, ça puise ses origines donc dans les fêtes païennes de l'Empire romain. Il y a une fête qu'on célèbre qui s'appelle les Saturnales, enfin qu'on célébrait. Et pendant cette période, il y avait un esclave qui pouvait devenir roi d'un jour grâce à une fève qui était cachée dans un gâteau.
Donc là, enfin, je ne sais pas si vous êtes l'esclave, mais en tout cas, vous êtes le roi du jour. Toujours l'esclave de quelqu'un. Oui, c'est ça. Avec le temps, la galette des rois, vous la connaissez, hein, pas celle qu'on a ici en plateau, puisque c'est une brioche. Ouais, c'est une brioche. Galette des rois, c'est une pâte Voilà, on la voit feuilletée à dorée, l'image. garnie d'une crème frangipane à base d'amandes. Alors, et la brioche. Et là, on a une vraie brioche. Et la brioche Faite des rois, maison? alors elle n'est pas faite maison, je l'avoue. J'aurais pu dire, bon, si elle est faite maison, personne formidable. ne le saura. Non. Donc elle, c'est une spécialité du sud de la France. Ça remonte aussi à l'Antiquité, mais la forme et le goût, ça va beaucoup plus refléter les influences méditerranéennes. Pourquoi? Eh ouais. Parce que c'est légère, c'est parfumé à la fleur Un peu de fleur d'oranger là-dedans. Exactement. Eh ouais, on le sent. Un peu de fleur d'oranger. Et parfois, donc c'est pas celle-ci, mais vous allez retrouver des fruits confits dessus, qui vont en fait représenter les joyaux de la couronne des rois mages. Donc c'est vraiment une forme de couronne, c'est tout sympa. beau, c'est un peu et de la tautologique, couronne mais que c'est vous beau. portez aujourd'hui, Emmanuel. D'accord. Et évidemment, l'impact Parlons des nutritionnel n'est pas le même. C'est là que ça se corse, Ouais. ou ça s'allège en fonction de ce qu'on va choisir. La galette des rois, celle qui est plus typique du Nord, avec la frangipane, le Bah, elle est beurre, la plus pâte riche, feuilletée, j'imagine. elle est plus Eh riche. ouais, ça a l'air tout léger, Il y a, ça. il y a plutôt pas mal de choses. C'est une bombe énergétique. Pour donner des chiffres, 400 à 500 kilocalories par part. Par part. Par part, Et oui. par jour, on recommande? Par jour, ça va dépendre des personnes. Une femme, à peu près 2000, Voilà, un homme, donc c'est 2500. une part, c'est un quart de l'apport nutritionnel de la journée. Exactement. Voilà. Vous Non, mais connaissez comme mon ça, on discours, pose. voilà, mais ça permet de donner. Oui, on a le droit de temps en temps de faire des excès, mais c'est bien votre sûr. truc. En plus, quand même, pour vous déculpabiliser si vous le souhaitez, c'est quand même des bonnes graisses qu'on trouve dedans, les fameuses graisses insaturées. On a du magnésium. Parce qu'il y a des amandes. Exactement. C'est bon, les amandes, ça. Les amandes Ça, vous nous sont avez dit. bonnes graisses, Ouais, je me effectivement. La brioche, c'est autre chose. Plus léger. C'est plus léger, oui. Alors oui, il y a de l'œuf, oui, il y a de la farine, oui, il y a du sucre, oui, il y a des œufs, mais en plus petite quantité, en tout cas pour le beurre. Là, Combien on de est calories, plutôt on en est à 200, 300 kilocalories Donc par deux parts part. de brioche pour une part de galette. C'est ça, voilà. Bon, après, s'il y a des fruits confits, il y a une petite, petite touche de sucre supplémentaire. Bon, allez, on va essayer de se dire, ça apporte quelques fibres en plus et un petit peu de potassium. Et surtout, la brioche des rois est plus facile à digérer. Bon, Sandra, il faut que vous preniez vos responsabilités. Laquelle on choisit? Ouais. Eh bien, on choisit les deux. En fait, ça dépend. Ce n'est pas une réponse, je le sais. Ça dépend ce que vous souhaitez. Quelque chose de gourmand, qui vous tient bien au corps. Allez, on part sur la galette des rois traditionnelle. Quelque chose d'un peu plus léger, qu'on prend plus facilement peut-être au goûter ou au petit déjeuner. On partira sur la brioche. Franchement, ce qui compte, c'est de tirer les rois. La surprise, c'est quoi? ouais. C'est de trouver cette fameuse fève. Je la cherche. C'est ça, le roi de l'épiphanie. Avant de distribuer. J'adore. Il est en train de donner des coups de Attendez. couteau. La reine et le roi de l'épiphanie, c'est qui? c'est de la C'est la convivialité. convivialité, c'est tout ce qu'il en est. Donc, qui va avoir la fève? On ne sait pas. Ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est que c'est Emmanuel le roi, puisqu'il a déjà pris la couronne. Non, je me découronnerai. Mais voilà, ça permet de changer. Et elle est là? Pap. Non. Je vous en dirai rien. Ah, si, je l'ai vue. Je veux cette part. Non, je la donne à Alexandre. Faites gaffe. Regardez, il y a un truc là. Et ça permet de changer. Faites pas mal, hein. Pour qui veut changer, Hop. il y a un peu de tradition du Sud. Donc, Donc, Il n'y aurait pas une attention, fève par racontez hasard? pas dedans. Fleur d'oranger ou pas? Ah. Attention. Voilà. On a le roi. Brilliant. Le roi Jardin, je me permets. Vous vous autocouronnez, vous nous faites ça à la Napoléon? tout de suite. Hein? Allez. Pourtant, c'est Eh bien, pas votre voilà. truc, hein, quand on vous suit un peu. Sans difficulté. Vos engagements associatifs et vos engagements citoyens, ça vous emmène pas dans cette direction. Mais bon, si c'est pour en rire, on est bien. Sandra, c'est super. Bah, c'est super. Merci. Vous Bonne- allez bien en prendre une petite bonne part. épiphanie, bien non, sûr. plus tard. Ah, si, même maintenant, Allez, puisque vous c'est piquez vous pas. qui terminez, vous parlez. Zou. Oui, puisque c'est moi qui parle maintenant. Bah, voilà. Bon, Alexandre, merci mille fois de nous avoir accompagnés. Voilà une tradition. On termine avec une belle tradition familiale. Vous choisissez une reine? Ah ben écoutez, hop, Zou. Allez, Voilà. c'est moi là. Tout est bien qui finit bien. C'est Sandra la reine. Oula. Bon, bah Oh voilà. là 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 là. Non, mais on va la remettre. On va la remettre. Mais ouais, on va Allez, prendre le temps de la remettre. allons-y. Merci à toutes et à tous. Frères au pluriel, Se livrer mon secret, première édition chez Albin Michel, deuxième édition en poche chez Pocket. Ça vient de sortir, c'est d'Alexandre Jardin. Lisez-le, très beau texte, notamment sur la fraternité, mais pas que, vous l'aurez bien compris. Sandra, merci beaucoup. Bon appétit à toutes et à tous. Bonne fête des rois. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Le Rodement Maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et en train de manger de la galette.